Soyez les bienvenus sur Africa 24. Les Djiboutiens m'ont interdit de partir. C'est ainsi que le président Ismaïl Omar Guelleh justifiait sa candidature à la présidentielle du 8 avril 2016, un scrutin qu'il a remporté dès le premier tour avec 86,68% des suffrages. Et c'est ce dimanche 8 mai 2016 qu'il prête serment pour un 4e mandat de 5 ans à la tête de Djibouti, un événement que vous allez pouvoir suivre en direct sur notre antenne et qui se déroulera en présence de plusieurs chefs d'État africains et de gouvernement. Au programme de cette émission Portrait de l'homme et bilan des avancées politiques depuis son arrivée au pouvoir, nous irons ensuite à Djibouti pour suivre en direct la cérémonie d'investiture avant de faire un point sur les défis qui attendent le président Ismaïl Omar Guelleh durant les 5 prochaines années. Et nous sommes pour cela en compagnie de M. Ayed Moussaïd Yahya. Vous êtes ambassadeur de Djibouti en France. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et de notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Jean-Marie, merci d'être avec nous. Bonjour Graziella et bonjour à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Une fois de plus, les quelques 900 000 citoyens djiboutiens ont renouvelé leur confiance à celui qui dirige le pays depuis 1999. Mais qui est véritablement le président Ismaïl Omar Guelleh et d'où vient-il? Portrait dans ce reportage d'Olivier Diacotan. Ismaïl Omar Guelleh, président de la République de Djibouti depuis 1999, il est né en Éthiopie en 1947. Élu à la tête du Rassemblement populaire pour le progrès, le RPP, en 1981, il dirige le comité central et la commission culturelle du parti. Homme de paix et de consensus, il arrive à la tête du pays après le retrait du pouvoir de Hassan Gouleid, premier président de Djibouti indépendant. À la tête du pays, il s'investira pour la fin de la guerre civile qui secoue son pays depuis 1991. Le 12 mai 2001, et sous son égide, un accord est signé. L'ouverture démocratique tant attendue est une réalité. Pour cette élection présidentielle, il brigue pour la 4e fois la magistrature suprême dans son pays avec 5 autres candidats. Son projet de société, faire de Djibouti le hub régional, mais aussi la porte ouverte du continent africain sur l'Orient. Notre pays, Djibouti, est un havre de paix, un pays stable avec un peuple uni. Et grâce à cette unité, mais également à notre position géostratégique, beaucoup d'investisseurs s'intéressent à notre nation et engagent de grands projets car ils ont confiance en notre stabilité politique. Ismaïl Omar Guelleh s'est surtout investi dans la Ligue populaire africaine pour l'indépendance en 1974, jusqu'à être évincé de la Sûreté générale. 3 ans plus tard, dès l'indépendance du pays, il devient chef du cabinet du président. Aujourd'hui, à la tête de son pays, de nombreuses réalisations sont à son actif. En effet, Djibouti a renoué avec la croissance économique au début des années 2000. Une croissance moyenne de 5% a été enregistrée jusqu'en 2014. Un taux qui pourrait avoisiner les 7% entre 2016 et 2017. Des réalisations qui ont motivé une marche le 1er novembre 2015 pour un 4e mandat. Je vous remercie pour votre accueil et votre hospitalité. On avait fait un pacte et c'était d'assurer le bien-être social, de garantir la paix et la sécurité et j'ai toujours œuvré dans ce sens et vous avez constaté vous-même des avancées significatives. L'essentiel est que la paix et la stabilité du pays soient garanties. Cette paix permet de sauvegarder la dignité de notre peuple, de permettre à la population de travailler sans avoir recours à l'exil. Aujourd'hui, Djibouti poursuit peu à peu sa marche vers le développement et se repositionne sur la scène internationale. Ismaïl Omar Guelleh se veut désormais le chantre de la vision Djibouti 2035. Une politique qui consistera à faire de Djibouti un pays émergent d'ici 2 décennies. Monsieur Moussaïd, outre ce qu'on a vu dans le reportage, qu'est-ce qu'il faut savoir en quelques points du président Ismaïl Omar Guelleh? Merci. Votre reportage était éloquent à plus d'un titre. Il a pu retracer les grandes périodes pour connaître le président de la République. Si je reviens, il faut savoir d'abord la lutte avant l'indépendance, la période pour la lutte de l'indépendance.
au cœur duquel le président de la République, lui, a fait preuve d'un engagement très actif à partir de 1974 au sein de la Ligue populaire africaine pour l'indépendance, la LPAI. Ça, c'est la première période. Puis vous avez la deuxième période, qui est la période à partir du 27 juin 1977, lorsque Djibouti accède à l'indépendance, où il est le chef du cabinet du premier président de la République, chargé de la sûreté, la sécurité, également des questions culturelles, parce que le président est un président de culture également. La troisième période vient en 1994 avec l'accord d'Abbas, c'est-à-dire l'accord avec la rébellion à l'époque, le FRUD armé, qui s'est fait en 2 temps, 1994 et 2001, c'est-à-dire 2 ans après son accession à la magistrature suprême. Il faudrait également citer, bien sûr, le 8 mai 1999. Il faut savoir que les élections à Djibouti sont à période régulière et l'investiture est toujours entre la date du 8 mai et le 9 mai 1999, lorsqu'il accède à la magistrature suprême. Alors, voilà, l'homme, à partir de maintenant, commence également une nouvelle histoire de Djibouti avec le président Ismaël Omar Guelleh, élu en 1999. La première des choses qu'il entame, c'est reconstruire le pays après la guerre. Nous arrivons à un moment où il n'y avait pas d'électricité, où il n'y avait pas des salaires qui étaient payés. Nous avons un retard de salaire de 6 mois. Et tout cela, au bout de quelques années, nous voyons une amélioration nette. Au niveau international, la question somalienne. En l'an 2000 a eu lieu la conférence d'Arta pour la réconciliation en Somalie. C'est celle qui a donné les divers gouvernements de transition actuellement en Somalie et la paix un peu retrouvée en Somalie. C'est grâce au président de la République. Si l'on va discuter des questions d'infrastructure, à partir de là commencent les grands chantiers, les ports, les aéroports, mais également d'autres sur les questions sociales, la démocratie. Sur les questions sociales, par exemple, c'est sous la houlette du président de la République que la première femme ambassadeur a été nommée, que la première femme ministre a été nommée, qu'il a institué dans la loi que les femmes peuvent accéder à 10% au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, voilà un certain nombre justement sur les grandes réalisations un peu plus tard dans cette émission. Jean-Marie, le président Ismaël Omar Guelleh remplit donc officiellement pour un 4e mandat. Comment a-t-il su se maintenir au pouvoir? Quels sont ses atouts finalement? Graziella, nous pouvons dire que Djibouti, si vous voulez, c'est un pays jeune en Afrique. Quand on regarde la date de l'indépendance de Djibouti comparée aux autres pays africains, moi je retiendrai par rapport à votre question liminaire, je retiendrai c'est-à-dire les 3 points importants qui est la stabilisation de la scène politique, si vous voulez, djiboutienne en tant que telle. Et ensuite, vous avez quoi? Vous avez l'instauration de la démocratie et le progrès économique dont parlait son Excellence tout à l'heure, à savoir que Djibouti est devenu aujourd'hui, si vous voulez, une plateforme. Djibouti est le seul pays en Afrique où vous avez une base aérienne et une base américaine, vous avez une base française, et là, les Japonais sont sur le point, comment dirais-je, de s'y installer. Donc, ça nous montre l'attractivité du pays, si vous voulez, au niveau international et les potentialités dont regorge, si vous voulez, le pays au niveau, si vous voulez, en termes diplomatiques et en termes d'influence. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, là, Djibouti, si vous voulez, c'est la porte d'entrée des Africains vers le Moyen-Orient. Donc j'estime que la diplomatie qui a été mise en place par le président de la République est une démocratie qui a un succès certain au niveau international. Le reste maintenant, il y a la stabilisation, si vous voulez, de l'environnement politique dont j'ai parlé tout à l'heure, plus, si vous voulez, l'émergence des femmes au niveau de la scène politique djiboutienne, qui est un facteur, c'est-à-dire qui est dynamisant pour le pays, parce que comme on sait toujours que chez nous en Afrique, vous avez des femmes qui occupent, vous êtes plus nombreuses que nous les hommes d'ailleurs, donc à ce niveau-là, vous avez un président de la République qui prend quand même l'initiative, en partant de là où est parti Djibouti, d'insérer, si vous voulez, les femmes dans la dynamique politique djiboutienne. Donc j'estime que ce sont des points qui sont positifs par rapport au président de la République. Donc qu'attendre de ça? Attendre tout simplement qu'on essaie d'amplifier et surtout que Djibouti ait la possibilité, ils ont ces potentiels-là de pouvoir mettre en place une dynamique, c'est-à-dire diplomatique, une dynamique économique et une dynamique culturelle qui fasse en sorte que Djibouti soit un pays qui aille vers l'avant durant la prochaine mandature du président. C'est tout ce qu'on peut souhaiter, si vous voulez, à tout État africain en tant que tel. Alors, qui dit atout, dit également point faible. Que lui reprochent ses détracteurs, finalement? Les détracteurs du président Guelleh, vous savez, quand vous avez un président qui est au pouvoir,
C'est-à-dire, vous avez les uns qui vont vous voir le verre à moitié vide et les autres qui verront le verre à moitié plein. Vous n'avez aucun président de la République qui peut estimer que mon programme que j'ai mis en place a été effectué, si vous voulez, dans son intégralité. Vous partez des États-Unis, dans n'importe quel pays du monde, vous avez la démocratie qui s'est installée, comment dirais-je, à Djibouti. Donc, cette démocratie-là fait en sorte qu'on n'a pas un président qui impose, si vous voulez, ses vues. Il fait quand même qu'il y a des tractations avec, malgré une opposition, si vous voulez, qui est une opposition, de mon point de vue, qui n'est pas solide en tant que telle. Parce que chez nous, en Afrique, on dit souvent, comment dirais-je, oui, les présidents restent en place. Restent en place, c'est aussi, vous voulez, à vitam aeternam. Mais le problème qu'il faut regarder beaucoup plus finement, c'est de pouvoir scruter la scène politique. Quelles sont les forces en présence et quels sont leurs potentiels? Quel est le bilan programmatique que ces forces d'opposition-là peuvent poser sur la table? Le tout, c'est pas de changer pour changer, de mon point de vue. On peut changer, si vous voulez, dans la mesure où on sait qu'éventuellement, vous avez en face une opposition qui puisse apporter quelque chose au pays en tant que tel. Chez nous, en Afrique, il ne faut pas tout simplement que nous restons dans des incantations qui sont il faut changer de président, il faut changer de président. Djibouti, j'ai parlé tout à l'heure, si vous voulez, de la stabilité politique, la stabilité sécuritaire. Aucun pays ne peut se développer au monde si vous n'avez pas cette stabilité sécuritaire-là dès le départ. Monsieur Moussaïd, comment est perçu le président Ismaël Omar Guelleh par le peuple djiboutien? Vous savez, le président de la République est quelqu'un de très proche du peuple. C'est quelqu'un qui était dans les services, qui connaît toute la population djiboutienne et qui a toujours été, quand il était chef de cabinet, par exemple, quand il y avait un deuil quelque part à Djibouti, il était toujours au courant et il se déplaçait lui-même. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment aimé par la population djiboutienne et surtout, c'est quelqu'un, la femme djiboutienne qui est le noyau de la famille. Il a fait beaucoup pour la femme djiboutienne. Il se retrouve, comme vous voyez dans ces meetings, il y a à peu près 60% de femmes qui sont représentées. Et la jeunesse. La jeunesse, c'est cette jeunesse qui, à partir des années 99, qui n'avait rien, hein, avec un certain nombre de constructions d'infrastructures sportives, l'ouverture du pays, la création de plusieurs lycées, l'université. Vous savez, avant à Djibouti, nous avions un seul collège, un seul lycée, 2 collèges. Vous avez un goulot d'étranglement. Nous en avons à peu près une vingtaine maintenant de collèges et nous avons 4 à 5 lycées au niveau de la capitale. Donc, tout concourt à ce que la population apprécie à juste valeur le président de la République qui reste un être humain proche de son peuple. Ce n'est pas le chef de l'État qui s'est enfermé dans son cocon. Vous l'avez vu tout à l'heure dans les images, quand il y a des bains de foule, il est toujours acclamé, il s'approche, il salue. C'est quelqu'un de très proche de sa population. Et sur le plan régional, continental et voire même international, quelle est la nature de ces relations avec l'étranger ? Je suis beaucoup plus à l'aise pour parler de cela. Vous savez, depuis 1999, et j'en suis fier, hein, en tant qu'ambassadeur de la République de Djibouti, la République de Djibouti a retrouvé au sein de la communauté internationale le rang qui lui est dévolu. Les gens parlent de la position stratégique de la République de Djibouti qui se trouve dans cette zone tourmentée. Mais au niveau international, vous savez, le président de la République, à l'arrivée au pouvoir en 1999, a commencé par la question somalienne, à vouloir régler la question somalienne. Et nous avons tenu à Djibouti la conférence d'Arta pendant pratiquement 1 an pour arriver à ce que nous avons aujourd'hui, un gouvernement de transition en Somalie, bon, qui a été amélioré à Eldoret, qui a été amélioré dans d'autres conférences. Puis nous faisons partie de l'Union africaine et de la Ligue arabe. Et là aussi, nous avons brillé, la République de Djibouti a brillé, puisque nous avons d'excellentes relations avec le monde arabe. D'ailleurs, vous verrez aujourd'hui, à l'occasion de l'investiture, un certain nombre de mandataires arabes sont là, allant du nord du Maroc, de l'Algérie, au Qatar, à l'Égypte, tous sont présents. Au niveau international, il faudrait savoir que Djibouti a déjà été membre du Conseil de sécurité en 93-94. C'est un petit pays, mais qui a eu son indépendance en 1979. Mais nous avons servi dans les opérations de maintien de la paix.
Nous avons envoyé les premières opérations de maintien de la paix en 1992 à Haïti. Puis nous avons continué en Côte d'Ivoire. Nous avons envoyé en République centrafricaine. Nous avons 2 bataillons en Somalie. Donc, au niveau international, le président de la République est maintenant un de ces chefs d'État de la sous-région qui est le plus respecté, qui est le plus consulté. Et vous verrez, par exemple, tous les chefs d'État de la sous-région, à commencer par le Premier ministre éthiopien, le vice-président ougandais, le président soudanais, le président somalien, de la Somaliland, du Puntland, de l'Ouganda. Tous seront présents aujourd'hui, y compris le président du Rwanda, Paul Kagame, qui est arrivé hier soir à Djibouti. Ceci prouve, si besoin en était, de la stature internationale du chef de l'État, qui non seulement jouit d'une popularité à l'intérieur et à l'extérieur. Comme le disait tout à l'heure Jean-Marie Boutomo, nous avons à Djibouti également un certain nombre de forces militaires présentes sur les territoires djiboutiens, que ce soit les Français qui sont le partenaire historique, que ce soit les Américains qui sont arrivés, les Japonais, les Chinois, les Allemands, les Italiens. Donc ceci prouve que le président de la République est consulté sur les questions du continent, sur les questions également du Yémen, où il a une parfaite connaissance de la situation au Yémen, parce qu'il ne faut pas oublier que Djibouti se trouve aux confins de ces 2 confluences ou affluences, l'affluence arabe et africaine. Jean-Marie, vous partagez ce point de vue. Djibouti est à ce jour un acteur incontournable dans la sous-région? Tout à fait, puisque la stabilité du pays, si vous voulez, de facto, en fonction de l'histoire du président Guélé, positionne Djibouti comme étant un endroit stratégique. Je l'ai souligné là tout à l'heure. Vous savez, Graziella, en Afrique, pourquoi vous ayez plusieurs puissances occidentales qui viennent discuter leur stationnement sur votre territoire? Ce ne sont pas des forces d'occupation en tant que telles. Ici, là, on se trouve dans le cadre de la coopération internationale avancée. Et les grandes puissances ne voient que là où vous avez des intérêts. Donc, dès l'instant que vous voyez, si vous voulez, en géopolitique internationale, des grandes puissances qui se battent pour aller sur un pays, ça voudrait dire que le potentiel de ce pays-là, qu'il soit stratégique, qu'il soit économique, est important. Parce que ces grandes puissances ont consacré autant de moyens, si vous voulez, dans un pays dans lequel vous savez très très bien que les choses ne vont pas avancer comme vous le voulez, ça voudrait dire que c'est, si vous voulez, vous dépensez de l'argent pour rien. Et Djibouti, ce n'est pas le cas, comme je l'ai souligné tout à l'heure. Vous avez pratiquement, je dirais, les plus grandes puissances du monde qui se discutent, si vous voulez, leur présence, c'est-à-dire sur cette position stratégique de Djibouti-là qui est très très importante. Donc ça nous révèle quoi? Ça nous révèle l'attractivité diplomatique du territoire. Nous parlons toujours sur ce plateau de l'attractivité économique. Djibouti, bon, j'espère que bon, ils en viendront en restructurant très très bien leur économie. Mais cette attractivité diplomatique là voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le président Guélé qui est en place depuis maintenant, il en a sa 4e mandature. Ça voudrait dire que son bilan, il est positif. Vous ne pouvez pas avoir la Chine, vous ne pouvez pas avoir le Japon, vous ne pouvez pas avoir la France, vous ne pouvez pas avoir, comment dirais-je, les États-Unis, quand on connaît la géopolitique qui se discute, si vous voulez, un petit bout de territoire qui peut paraître aux gens comme étant, c'est-à-dire minuscule, puisque aujourd'hui, quand on prend la population de Djibouti, c'est pas grand, c'est-à-dire c'est pas grand-chose en termes de population, mais en termes de potentiel diplomatique, il est tout à fait évident que la Djibouti a pris sa place sur la scène internationale. Merci, Jean-Marie. Monsieur Moussaïd, rapidement. Oui, si vous permettez, par exemple, avant 1999, quand on parlait de la République de Djibouti, certains se demandaient où pointer du doigt sur quel endroit de la carte se retrouve Djibouti. Mais à partir de 1999, là, il est beaucoup plus facile de trouver où est Djibouti. Le président de la République a voulu montrer à l'international que la République de Djibouti existe bel et bien. Elle n'existe pas seulement en tant qu'entité présente dans la Corne de l'Afrique, mais également sur la scène diplomatique, au sein de la Ligue arabe, au sein de l'Assemblée générale des Nations unies, au sein de l'Organisation de l'unité africaine, devenue par ailleurs Union africaine. Djibouti est présente dans tous ces forats et nous passons d'une diplomatie qui était à la fois, à l'époque, de bon voisinage, de non-intervention dans les questions internes des pays voisins, à une diplomatie plus proactive, plus intervenante et surtout à une diplomatie économique où tous nos ambassadeurs puissent être également les acteurs du développement économique pour Djibouti.
Djibouti a donc renoué avec la croissance économique dans les années 2000 grâce aux nombreuses réformes entreprises. Mais selon l'opposition, le bilan du président Ismaïl Omar Guelleh est en demi-teinte. Quelles sont les grandes réalisations à l'actif du chef de l'État réélu? Élément de réponse dans ce reportage de Wendiam Valentin Compaoré. Djibouti a renoué avec la croissance économique au début des années 2000. Une croissance moyenne de 5% a été enregistrée jusqu'en 2014. Un taux qui pourrait avoisiner les 7% entre 2016 et 2017. La construction du terminal à conteneurs de Doralé en 2009, la réalisation du chemin de fer reliant l'Éthiopie à Djibouti sont autant d'actions positives à l'actif du président Ismaïl Omar Guelleh dans le secteur économique. Au niveau économique, le président Guelleh a beaucoup fait pour le pays et la situation des Djiboutiens s'est largement améliorée. Toujours est-il que le citoyen lambda se pose toujours cette croissance, très bonne croissance, qui ne bénéficie pas à toute la population. Donc il y a toujours des points à améliorer au niveau même économique parce que beaucoup de couches de la population sont affectées par la pauvreté. Le président Ismaïl Omar Guelleh a déjà mis sur pied un secrétariat d'État chargé de lutter contre la pauvreté à Djibouti. Les projets et programmes à caractère social sont d'ailleurs plus visibles dans le pays. On peut citer l'assurance maladie pour les pauvres, la réduction de 30% en 2012 de la facture d'électricité des logements sociaux et l'insertion professionnelle de milliers de jeunes diplômés. L'Université de la République de Djibouti, c'est grâce à lui. L'éducation a évolué. Le port, il y a des créations d'emplois, même si c'est insuffisant. Si je commence à citer un par un de ce qu'il a fait, des bilans positifs, je ne peux pas en finir. En fait, en général, il a fait de bien et nous le soutenons. Ismaïl Omar Guelleh est un homme qui tient ses promesses. Son épouse et lui ont fait de bonnes œuvres pour nous les femmes et je suis satisfaite de sa gouvernance. D'ici 2020 ou 2030, Djibouti sera un pays émergent. Donc le bilan du président IOG, qu'on appelle nous IOG, donc le président Ismaïl Omar Guelleh, c'est un bilan extrêmement positif. Si pour ses partisans, Ismaïl Omar Guelleh est l'homme qui a redonné un nouveau visage à Djibouti, du côté des militants de l'opposition, le chef de l'État sortant présente un bilan peu reluisant dans de nombreux domaines. Il n'y a pas la justice en premier lieu, qu'une fois que la personne il est opposant, il n'a aucun droit. La gestion qu'on peut parler de M. Guelleh, c'est pour s'enrichir, s'accaparer tout le bien de l'État. Djibouti, pays de la Corne de l'Afrique, avec ses 23 200 km² et une population de 939 298 habitants, présente des atouts économiques et militaires non négligeables. Les puissances étrangères se livrent une concurrence farouche pour s'installer dans ce pays. Actuellement, plusieurs bases militaires étrangères sont présentes pour lutter, surtout contre la piraterie maritime. Djibouti reste pour le moment un havre de paix dans une région tourmentée par de nombreuses crises. Nous avons été rejoints sur ce plateau par Alexis Mohamed. Vous êtes chargé de mission du président Ismaïl Omar Guelleh. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Quel regard portez-vous sur l'action du président Ismaïl Omar Guelleh à la tête de Djibouti depuis 1999 ? Écoutez, comme il vient d'être dit, je pense que, comme l'a confirmé également Jean-Marie et son Excellence l'ambassadeur de Djibouti à Paris, je pense qu'on non. C'est une certitude que le bilan économique du président de la République reste un bilan extrêmement positif. Je pense que, au-delà des infrastructures qui ont été annoncées, que ce soit le port de Doralé et les deux autres l'autre qui s'est construit et un troisième qui est en train de se construire, également sur le plan de chemin de fer pour faciliter les échanges commerciaux avec l'Éthiopie. Au-delà de tout cela, c'est également beaucoup d'autres choses. Sur l'éducation, par exemple, comme l'a bien évoqué l'ambassadeur de Djibouti à Paris, au niveau également de la santé. Pour revenir sur la question de l'éducation, nous sommes passés en 1999 de 35 000 jeunes inscrits à peu près 56 000. C'est à peu près plus de 20 700. C'est également sur la question de la santé. On est passé des 39 dispensaires à 60
73 également. C'est également au niveau de la croissance maritime qui est passée à plus de 259 %. C'est également autant de filets sociaux sur la politique des solidarités, que ce soit la protection sur la santé en ce qui concerne la couverture médicale universelle. C'est également les dispositifs pour aider les jeunes dans les cadres de la création de l'entreprise. C'est beaucoup de choses. Effectivement, comme je l'ai toujours dit, il nous reste encore des efforts à faire puisque, comme on l'évoque assez souvent, Djibouti est un jeune pays qui n'a pas encore de ressources minières à exploiter. Par rapport à l'économie tirée pour ce qui concerne les bases militaires ne suffisent pas assez. Donc, effectivement, Djibouti connaît aujourd'hui une croissance d'à peu près 6%, une croissance qui est un peu, je dirais, où il y a des forces, enfin, les emprunts pèsent un peu là-dessus, ce qui est tout à fait normal qu'un État puisse emprunter pour se développer. Donc, aujourd'hui, le bilan, pour en revenir en ce qui concerne le bilan économique du président de la République, est un bilan extrêmement positif, sur lequel, d'ailleurs, il nous reste encore des défis à mener, des défis sur lesquels le président de la République reste également optimiste. Alors Jean-Marie, M. Mohamed a évoqué essentiellement les grandes réalisations sur le plan économique, mais que peut-on dire justement, quel bilan peut-on dresser sur le plan politique des avancées qu'a connues Djibouti ces dernières années ? Ces dernières années, vous avez toujours eu des critiques à l'égard du président Guelleh, c'est-à-dire concernant les partis de l'opposition. Mais heureusement, quand on regarde, si vous voulez, la progression de la démocratie dans le pays, on se dit que la dernière élection, là, nous prouve que Djibouti avance quand même vers de plus en plus de démocratie. C'est-à-dire les élections précédentes, nous avons toujours eu des critiques qui allaient à l'encontre du président parce qu'il maltraitait son opposition. Apparemment, la dernière élection nous a prouvé qu'il y avait des avancées notables sur la scène politique djiboutienne en tant que telle. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire ? Bon, et moi, je ne peux que souhaiter l'amplification, si vous voulez, de ce mouvement-là, de pouvoir installer la démocratie, parce que j'insiste toujours sur une chose quand on parle de Djibouti. C'est-à-dire, vous avez la plupart des États africains, si vous voulez, qui ont eu leur indépendance dans les années 60. Djibouti, si vous voulez, ça démarre quand ça démarre, si vous voulez, dans les années, fin des années 70, début des années 80. Donc, le chemin à parcourir, il ne faut pas tout simplement juger Djibouti au travers, si vous voulez, sous le même prisme que tous les autres États africains. C'est une colonie, si vous voulez, l'ancienne colonie française en tant que telle, qui a eu son indépendance. Donc, il faut toujours garder en tête, si vous voulez, cette analyse doit être une analyse spatio-temporelle qui tienne compte de tous les paramètres, de toutes les variables en présence. Donc, j'estime là-dessus que les avancées qui ont été opérées jusque-là par un petit État, encore j'insiste là-dessus, comme Djibouti, de mon point de vue, économiquement, pour moi, le bilan est positif parce que ce n'est pas toujours évident. Pouvoir instaurer, c'est-à-dire une dynamique économique, pouvoir installer une dynamique politique, pouvoir installer une dynamique culturelle et sociétale dans un État, c'est quelque chose qui est très, très, très compliqué parce que vous avez énormément de contraintes. Vous avez des contraintes internes et vous avez des contraintes externes. Et il faut conjuguer avec en faisant des arbitrages qui soient les arbitrages les plus efficaces, les plus efficients. C'est la raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure que c'est-à-dire dans le parcours d'un président de la République, à partir de son programme, on ne peut pas juger, si vous voulez, les uns verront le verre à moitié vide, les autres verront le verre à moitié plein. Et j'ai souligné là-dessus que vous n'avez aucun président de la République dans le monde entier qui va respecter le programme électoral qu'il a posé, tout simplement. Pourquoi ? Parce que vous avez ces contraintes-là que tous les acteurs ne voient pas. Parce qu'il faut regarder la géopolitique dans sa globalité. Donc, si vous regardez uniquement, si vous voulez, un volet, effectivement, vous pouvez disserter dessus autant que vous voulez en termes de démocratie, en termes de développement économique, en termes de développement social, mais maintenant, il faut savoir raisonner au plan macroéconomique. Quelles sont, comment dirais, les synergies qui ont été créées dans le pays pour pouvoir le faire avancer? C'est ça le plus important, si vous voulez, dans une politique qu'un chef d'État met en place, c'est surtout analyser, c'est-à-dire les synergies qui sont initiées par le président de la République de cet État-là. Ici, là, on parle de Djibouti, mais c'est à peu près la même chose pour tous les présidents de la République. Alors, malgré toutes ces grandes avancées économiques, le taux de chômage reste relativement élevé à Djibouti, plus de 200 000 personnes sur une population de 900 000. Comment l'expliquer, M. Mohamed ?
Effectivement, c'est une réalité et par contre qui demande encore beaucoup d'efforts. Cela étant, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, sur la question du chômage, rien n'a été fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites également. Qu'est-ce qui a été prévu pour résorber ce taux de chômage? Également, par exemple, la dernière action du gouvernement aujourd'hui a été de mettre en place une politique de PPP, par exemple, le partenaire public. Voilà, donc il y a eu même très récemment une action qui allait dans les sens où il fallait davantage former les Djiboutiens de manière à ce que, tout à l'heure on parlait d'investissement, de manière à ce qu'on puisse les préparer. Mais effectivement, les chômages qui restent assez forts à Djibouti, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui les gouvernements n'ont rien fait. Il suffit tout simplement, de mon point de vue, encore plus de création des richesses, encourager également l'entreprise privée à également mener le combat qu'il faut auprès du gouvernement, et je pense qu'il faut nous laisser le temps de manière à pouvoir initier de nouvelles initiatives qui permettra pour le prochain mandat à résorber justement le taux de chômage à Djibouti. Jean-Marie, le partenariat public-privé, c'est la bonne solution pour lutter contre le chômage? Je pense que pour un pays comme Djibouti, c'est la bonne solution, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous avez... il y a Alexis qui a parlé tout à l'heure, si vous voulez, du poids de la dette extérieure, parce que Djibouti, nous savons très très bien que c'est un pays qui n'est pas doté de potentialités, de ressources naturelles, si vous voulez, énormes. Mais là-dessus, qu'est-ce qui joue maintenant? C'est l'intelligence qui joue, tout simplement, à savoir que aller chercher des investisseurs étrangers pour pouvoir venir investir dans le pays. Donc je pense que Djibouti, jusque-là, ce que j'ai lu d'ici et là, a mis en place une stratégie qui est attractive pour les investisseurs étrangers. Donc ces partenariats publics-privés-là ne peuvent être, si vous voulez, qu'une dynamique qui vient rentrer dans la stratégie économique des Djibouti. Vous avez la formation, c'est la chose la plus importante. Tout à l'heure, là, vous avez monsieur l'ambassadeur qui a cité le nombre de lycées. Vous avez Alexis qui est à côté de moi qui vient de citer, si vous voulez, le nombre de dispensaires. Ce sont ces analyses-là, c'est-à-dire qui sont intéressantes pour nos économies africaines, au lieu de rester uniquement sur la dimension macroéconomique. La dimension macroéconomique, c'est une dimension qui est intéressante, mais il faut voir aussi, c'est-à-dire les synergies dont je parlais là tout à l'heure. Quelles sont les synergies qui sont mises en place? Si on a créé, si vous voulez, autant de lycées, c'est pour essayer de former au maximum la jeunesse djiboutienne afin qu'elle ait des formations qui soient adaptées par rapport à l'environnement économique de Djibouti aussi, parce que c'est pas la première fois que je parle de Djibouti ici, là, sur le plateau. À l'ANR, nous en avons énormément parlé. Vous avez des stratégies où vous avez des experts de Djibouti, de la diaspora, qui sont rentrés, si vous voulez, pour partager de manière, si vous voulez, significative leur expérience avec les jeunes Djiboutiens. Ça, c'est déjà, si vous voulez, une construction qui est intéressante pour moi. Dans la mesure où on met la priorité là où il faut la mettre, parce que dans toutes nos économies africaines, nous savons très très bien que l'aspect le plus essentiel, c'est quoi? C'est l'aspect formation. Donc si Djibouti va, si vous voulez, dans cette formation, ça voudrait dire qu'à terme, on est en train de doter le pays des compétences nécessaires pour pouvoir le faire avancer. Donc, vous avez ce plan-là, qui est le plan de la formation, et Alexis, je reviens encore là-dessus, il a parlé des dispensaires, c'est-à-dire la santé aussi, c'est le deuxième paramètre, la seconde variable pour faire développer une économie. Il faut que vous ayez une population en bonne santé. Et la santé va contribuer à améliorer la productivité globale de l'économie, parce que dès l'instant que vous avez des acteurs avec des compétences, avec, comment dirais-je, un aspect sécurité sanitaire qui est présent, vous avancez déjà, vous créez déjà les synergies dont je parlais tout à l'heure, qui vont être des synergies efficaces à long terme. Parce que l'action politique, nous avons toujours l'habitude de vouloir la juger sur le court terme. L'action politique se joue sur le long terme. Et ce n'est pas sur une mandature que vous avez un individu qui va placer son pays, si vous voulez, sur une dynamique très très rapide, tout simplement. Pourquoi? Parce que j'ai parlé des contraintes là tout à l'heure qui sont très très intéressantes. Vous avez la contrainte énergétique, par exemple, pour un pays comme Djibouti dont nous parlons, c'est une contrainte qui est très très forte. L'électricité... On va en revenir, Jean-Marie. Monsieur Mohamed, rapidement. Justement, en fait, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse que vient de faire Jean-Marie. Je pense que très souvent, dans les cadres des critiques politiques, si j'ose dire, en ce qui concerne l'aspect économique de Djibouti, on oublie très souvent
qu'en 1977, la France, et je reviens encore là-dessus, nous a concédé un rocher nu. Donc il a fallu aujourd'hui, Djibouti en fait est en train de répondre à un handicap qui est celui de rattraper ce retard où il a fallu construire tout ce qui manquait en termes d'infrastructures, que ce soit les universités, les lycées ou les centres de formation, etc. Et ceci, malheureusement, a une contrainte. C'est celui du retard d'autant de choses. Également, ce qu'il nous faut augmenter le taux de chômage, parce que nous avons besoin d'investir pour demain résorber le taux de chômage auquel nous sommes en train de faire face. Il faut donc laisser du temps à Djibouti. Autant, exactement. Merci pour toutes ces précisions. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre édition spéciale consacrée à la cérémonie d'investiture du président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh. À tout de suite.